Bonjour papa Maxime, Bonjour, Babab. comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, ça va très bien. Une petite nervosité d'être de ce côté-là de la caméra dans ce contexte-là, mais ça va bien. Ça va bien aller, ça va bien aller quand même. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ta famille? Oui, on est. En fait, ma famille, on n'est pas vraiment une famille, on est un énigme mathématique. C'est ça que j'aime dire aux gens, parce que quand les gens me demandent as-tu des enfants, je dis regarde, c'est une charade. Ma femme a 4 enfants, moi j'en ai 4. Ensemble, on en a 7. Comment est-ce possible? Donc, tout Hmm. simplement, j'avais déjà 3 enfants quand j'ai rencontré ma conjointe actuelle qui en avait 3 elle aussi et qui m'a gentiment rappelé que moi aussi j'en voulais un autre pour agrandir cette douce et belle grande famille. Fait qu'on a 7 enfants là, à nous deux. Donc, c'est des enfants avec une première épouse, des enfants que, où je suis beau papa, puis un enfant avec une nouvelle conjointe, avec fait des frères, des demi-frères, puis des semi-demi-frères et sœurs. C'est une famille un peu particulière, mais je pense que toutes les familles, de toute façon, sont particulières. On a tous des particularités dans chaque famille, c'est ça qui nous rend Oui, uniques. effectivement. Est-ce que tu parviens à équilibrer ta vie professionnelle avec une famille de 7 enfants? Écoute, je pense que oui. Puis, tu sais, ça a commencé, je vous dirais, où la nouvelle vie, quand je suis tombé monoparental au début, là, quand on s'est séparés, le premier divorce, là, où là, étrangement, j'avais un peu une crainte parce que pour moi, ça brisait quelque chose qui était immuable, qu'on n'avait pas le droit de briser, qui était une famille nucléaire. Pour moi, c'était impossible. La vie en a décidé autrement. Puis, je me souviens d'avoir parlé avec quelqu'un au travail que j'estimais beaucoup, qui avait comme 10 ans d'avance de moi, sur moi dans la vie en général et dans sa famille, puis qui avait eu un divorce 10 ans auparavant. Puis, il m'avait dit, aujourd'hui, je ne sais pas si je me convainc parce que c'est dans cette situation-là que je suis puis que je vois le verre à moitié vide, à moitié plein et non à moitié vide. Puis il disait, on dirait que être séparé, ça amène une vie presque plus équilibrée, dans laquelle on est plus conscient de tout ce qu'on a puis de tout ce qu'on peut perdre. Il disait avant, j'étais comme tout le temps 100 000 à l'heure et en retenue, autant au travail qu'à la maison. Puis il dit, depuis que je suis monoparental, je suis une semaine sans mes enfants, fait que je suis focus au travail 200%, puis quand mes enfants reviennent, je suis 100% avec eux. Puis quand je les avais à temps plein, on dirait que j'appréciais pas autant chaque moment. J'avais de la misère à être 100% dedans. Puis il dit, j'ai l'impression que j'ai quasiment plus de moments de qualité depuis que j'ai une semaine sur deux. Donc, moi, quand j'ai eu, ça m'a un peu rassuré. Ça n'a pas fait que j'avais pas de peine la semaine où il partait, puis que je descendais pas les marches de la garderie en courant pour éviter de pleurer dans les marches parce que je verrais pas les enfants pendant une semaine. Mais ça a fait que j'ai appris vraiment à chérir et à apprécier ce moment-là que j'avais mes enfants. Fait après ça, quand le petit dernier est revenu puis que lui était là à temps plein, on dirait que j'ai continué à garder ce petit côté-là, de dire, il faut en profiter quand ils sont là, ils grandissent vite, ils sont petits. Mais le travail prenait une place quand même importante dans ma vie. Je suis entrepreneur, j'ai besoin de beaucoup de temps. Euh, mais ça a toujours été, les enfants se souviennent que je les couche, puis si jamais ils se relèvent, je suis à mon ordinateur, je finissais des soumissions, je finissais des rapports, je finissais des trucs. Puis il y a des gens qui disent, ah, tu fais juste travailler. Ben non, regarde, j'ai le temps de m'entraîner, j'ai le temps de travailler, j'ai le temps de profiter avec les enfants. Le bout qui a probablement manqué dans toutes ces années, c'est l'heure et demie ou 2 heures que les gens font de télévision par soir à écouter des téléromans ou des trucs comme ça. Ben, moi, je faisais du rattrapage de travail parce que je voulais être là à la sortie de la garderie, parce qu'il fallait que je manque le travail, parce que j'avais un concert, il y avait X, Y, Z. Là, fait que j'ai appris à jongler dans un milieu où c'était peut-être plus tout à fait le 8 à 4 comme les gens. Là, le demande, le travail me permettait cette flexibilité-là, mais je faisais mes heures. Mais je pense que c'est surtout la première séparation, je pense. J'ai toujours été un papa impliqué, mais la première séparation, pour moi, ça m'a vraiment obligé à à profiter au maximum des moments avec les enfants. Et puis je me souviens, même avec le premier, j'étais ultra impliqué, puis j'avais timé les boires pour faire le boire du soir, puis le matin, là, je commençais tôt à Montréal, je me levais à 5 heures, fait que je m'étais habitué à aller faire un peu de bruit ou m'assurer là, que je pouvais pas
je pouvais attraper le boire du matin. Là, pour moi, ça a toujours été important de profiter de ces moments-là. Toi, tu as réussi à trouver quand même un équilibre avec une grande famille. Et tu as tourné, en t'écoutant, je me dis, tu as tourné quand même une situation qui peut être, pour certains, un peu interprétée négativement, Mhm. qui t'a en fait te poussé à aller plus, à jouer bien ton rôle de papa. Est-ce qu'il y a une particularité, vous êtes 7, hein, est-ce qu'il y a une particularité d'avoir une famille de 7 enfants là, par rapport à ceux qui en ont un ou 2 ou est-ce qu'il y a un truc particulier qui se passe avec les 7? Euh, oui, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs de particuliers. Là. Une des choses qui me frappe le plus, là, c'est les repas. Le moment des repas, on dirait que c'est de la cuisine. C'est de la cuisine industrielle quasiment. Là, j'aime bien cuisiner, puis je suis un peu hyperactif, donc ça m'aide. Quand c'est le temps de faire à manger, fait que je pense que faut que ça soit peut-être un petit peu plus planifié là, à 7. Là, tu ne peux pas dire, ah, ben, je vais ramasser 2-3 restants. Là. Fait que c'est de planifier un peu plus, mais dans la vie, je pense que quand on planifie, ben, les choses qu'on veut qui arrivent. Là. Donc, avec les repas, c'est un peu la même chose. Fait qu'on planifie un petit peu plus, mais ça amène des périodes de repas qui sont un peu plus. Peut-être, peut-être moins dans l'empressement, où on s'oblige à s'arrêter tout le monde. Fait qu'il faut faire manger tout le monde. Fait que tout le monde est assis, puis ça dépend des. Il y a eu des modes à un moment donné là, où à un moment donné, c'est pour que tout le monde puisse parler un peu, ben, on faisait un petit tour de table, puis chacun racontait une bonne affaire qui est arrivée, ou un fait cocasse qui est arrivé à l'école, ou une anecdote, ou on essaie d'avoir des petites thématiques. Quand il était plus jeune, un peu, pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir un petit bout d'attention. Là, mais la plus grande particularité, je pense, c'est les repas. Je pense que c'est les repas. Je dirais aussi la cohabitation, parce que je pense que la première fois où on a essayé de faire vie commune, tout le monde ensemble, parce que ça a l'air beau, là. On est 7 enfants, waouh, c'est merveilleux. Là. Il y en a un qui est parti en appartement, une qui est en résidence. La maison a rapetissé, là, puis on songe à remettre peut-être 2 maisons et tout ça. Mais la, la, la première fois qu'on l'a essayé, on a comme vraiment voulu le modèle nucléaire, c'est tous les enfants de tout le monde, c'est tout pareil, c'est tout le monde ensemble, puis on a dû reséparer, là, dans le sens où là, les enfants n'étaient pas bien, les parents n'étaient pas bien, puis on dirait, ou bien on va se laisser, ou bien on prend chacun nos maisons. Euh, Parce qu'on était les deux des piliers importants, un parent assez important, puis là, ben, c'est comme si chaque enfant perdait une portion de son parent important, puis il arrivait avec d'autres frères et sœurs, puis nous, on a peut-être trop voulu dire, vous êtes tous des frères et sœurs, puis vous êtes tous une même famille, puis ça a amené des difficultés, puis quand on l'a refait la deuxième fois, ben là, on a fait un modèle un peu différent, en disant, ben là, la maison était pensée différemment, puis là, il y avait la notion de dire, ben, regarde, les frères et sœurs naturels là, sont sur un étage, les frères et sœurs naturels sont sur l'autre étage. Il y en a un qui est comme la passe gratuite. Lui, il peut aller sur tous les étages. Les étages du milieu, mais ça, c'est tout le monde qui a droit. Fait il y avait des espèces d'aires réservées où mes enfants, s'ils voulaient aller voir les enfants d'Aniève, mettons, en haut, ben là, hey, je peux-tu monter, jouer avec vous autres? Ou si l'autre voulait descendre, je peux-tu descendre, jouer avec vous autres? Fait il y avait comme un peu leur intimité, mais il y avait des zones neutres où tout le monde peut être là, puis c'est correct, les repas, c'était neutre. Fait on l'avait fait un peu pour que s'ils veulent se voir, ils vont se voir. S'ils ne veulent pas se voir, ils n'auront pas à se voir. Puis la chose qui est particulière avec les enfants, c'est que si on veut les forcer, ils ne voudront pas. Alors que si on met des choses pour les interdire, puis la première chose qu'on se rend compte, c'est qu'ils sont tout le temps ensemble. Bon, mais c'est correct, mais là, c'est de leur choix. Fait que ça, c'est une belle petite chose qui est arrivée dans la maison. Bah, c'est intéressant parce que c'est pas en fait la vie comme de toutes les familles. Il y a ces particularités-là, comment on s'adapte. Il y a juste un qui a lui le passe-partout qui peut être là là où il veut. C'est les privilèges d'être le dernier, c'est ça? C'est Toujours ça. dit que les derniers, ils ont un privilège en particulier. Moi, je suis l'aîné de la famille, puis quand on compare l'aîné avec le dernier, bah, on voit Ouais. la charge sur le premier, et puis C'est ça. Mais là, c'était vraiment le fait que, pour eux, le petit dernier qui vient du même parent, c'est vraiment le vrai frère et sœur. Fait que quand ils brisent l'intimité, c'est un peu moins grave. Mais ceux qui n'ont pas aucun lien de sang, on dirait que pour eux, là, hey, ils peuvent descendre en bas. Moi, je peux sortir de la douche en serviette, puis ils m'enlèvent. J'ai pas envie. Fait que c'était plus dans ce contexte-là. Mais finalement,
le mélange s'est bien fait, mais en mettant moins de pression pour les obliger à faire une famille, ça a été plus facile d'en faire une. Étrange. J'ai une question à Maxime. Comment as-tu évolué personnellement grâce à ton rôle de papa? Je te dirais que j'ai évolué beaucoup, puis particulièrement dans les dernières années. C'est drôle parce que les plus grandes forces que j'avais au travail, je ne les avais pas à la maison. Et j'ai été pendant de nombreuses années un bien meilleur patron que papa. Toute la notion de détachement émotif qui fait en sorte qu'on est capable d'être un peu plus posé, d'être plus calme, d'être plus détaché, d'être plus encourageant, d'être plus. C'est facile au travail, tu sais, de ne pas taper sur le clou d'un employé. Tu sais très bien, ça ne donne rien de taper sur le clou d'un employé qui s'est trompé, surtout s'il sait qu'il s'est trompé, euh, ou d'essayer par renforcement positif ou par encouragement ou pas. Mais on dirait que tout ça, quand c'est nos propres enfants, puis que je ne sais pas si c'est le constat d'échec, là, de dire, crème, je suis en train de manquer mon coup comme parent, mon enfant n'est pas encore capable de faire sa chambre ou de se ramasser ou de prendre ses pilules le matin qu'il doit prendre à chaque matin depuis 7 ans, qui fait que là, on est plus dans la critique, on est plus acerbe, on a des commentaires qui sont même, tu sais, qu'on ne ferait pas un collègue de travail, sont un petit peu trop des petites flèches, qu'on se fâche vite, alors que ça mène à rien, tu sais, puis dans mon travail, une de mes grandes réussites en santé et sécurité, c'est de la création de culture. Comment je fais pour créer une culture de la prévention, une culture de la santé? Puis le gros là-dedans que je prônais, c'était le renforcement positif. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ma conjointe actuelle, tu sais, t'es beaucoup dans la critique, toi, t'es-tu de même au travail? Non, je suis jamais de même, je suis pas de même. Puis il y a ça qui m'a ramené à un moment donné, une nouvelle conjointe, puis aussi, j'ai commencé à faire du mentorat en entreprise, faire du mentorat, puis toute l'espèce d'approche mentorale m'a amené aussi à me regarder en disant hey, pourquoi je ne le fais pas assez ça avec mes enfants? Pourquoi je ne suis pas assez un guide? Pourquoi je ne suis pas assez une inspiration? Euh, ça, je te dirais que dans les dernières années, avec un adolescent, puis j'en ai eu un aussi qu'on a eu un peu plus de misère avec. Là, à un moment donné, on l'a sorti de la maison. Puis ça, tu as beau dire pendant des années, ah ben, on le voyait, lui, que c'était plus difficile, que lui, le verre était toujours à moitié vide, qu'il était plus dans la victimisation. Une fois que tu as dit ça, tu sais, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Comment j'aurais pu peut-être être un petit peu différent? Puis, tu sais, des fois dans la vie, là, c'est peut-être quand il y a deux, trois affaires qui arrivent en même temps, tu as une épreuve avec un enfant, j'aurais peut-être pu faire mieux. Tu vas dans le mentorat, tu as une conjointe qui dit, t'es donc bien je ne pensais pas aussi rough que ça, tu sais, des fois, dans tes commentaires, fait que, un mélange de tout, tu prends conscience, puis tu prends un petit pas de recul, puis je pense qu'il faut que je change, là, puis je véhicule pas tout à fait les valeurs que je voudrais véhiculer. C'est beaucoup le constat que j'ai eu à un moment donné, en disant, je suis un petit peu trop acerbe, je suis moins dans la bienveillance, tu sais, je vais leur donner tout ce qu'ils ont besoin, je vais leur montrer à travailler, je vais être généreux, je vais être drôle, je vais être comique, mais quand ça déborde, je vais peut-être être trop carré ou trop sec, puis c'est pas ça que je veux montrer. De se connecter un peu avec les émotions et être un petit peu plus bienveillant. Là, je pense que les dernières années, ça a été mon plus gros travail, probablement. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire ici, parce que j'avais une des questions qui était là, on va dire liée aux émotions, et c'était est-ce que tu abordes la question des émotions avec tes enfants? Oui, dernièrement, tu sais, depuis dans les derniers mois, années, là, puis je dirais que c'est un travail de longue haleine, hein, surtout quand ils partent de papa et de maman, historiquement très fort, on se plaint pas, on parle pas de choses qui vont mal, puis tu sais, si t'es fait arracher un bras, t'es donc bien chanceux, t'as tout le reste, là, tu sais. Puis à partir du moment où on se plaint, on est une victime, c'est pas correct. Fait qu'il y avait cette espèce d'éducation-là, je pense, qui vient. Fait que quand les enfants ont 13, 14, 15, 16, puis tu essaies de commencer à leur parler d'émotions, au début, ils sont comme pas à l'aise, ils sont comme pas bien, tu sais. Mais ultimement, en parlant, puis
Des fois, en se prenant en exemple, en disant, tu sais, je vais m'excuser, tu sais, quand j'ai été bien très rough avec toi, là, tu sais, ce qui me dérange le plus, c'est pas la fameuse chambre que tu as encore laissé traîner, ou c'est ça, mais c'est le constat d'échec comment ça se fait que comme parent, j'arrive pas à te démontrer l'importance de juste faire ton effort pour tes travaux, de juste être poli en classe, de juste, c'est pas le geste. Moi, mais j'ai juste fait ça, c'est même pas le geste, puis je me fâche trop, puis c'est pas contre toi que je suis fâché, c'est contre moi. C'est contre moi que, Caroline, j'ai pas réussi à te transmettre l'importance du respect de la maison, ou du respect de tes camarades de classe, ou du respect. Fait quand on en parle comme ça un peu, je pense que là, à un moment donné, ça vient les ébranler un peu pour une première fois. OK, mon papa, il y a des émotions, puis des fois, quand mon père, il se fâche plus, tu sais, c'est pas contre moi qui est fâché, c'est contre lui. Fait que je pense que ça amène une importance, puis les émotions, malheureusement, on en parle. Dans beaucoup de familles, on n'en parle pas beaucoup. Et Voire pas du tout. voire pas du tout, puis on se dit, ben, fait que c'est pas appris à l'école, c'est pas appris à la maison. Fait que c'est pas appris à la maison, puis on a commencé à en parler, puis comme je dis, on a eu le plus de misère, puis ça a amené aussi à parler en tant que, est-ce que des émotions mal gérées, ça peut pas amener des conséquences un peu plus graves qu'on pourrait penser? Je dirais pas que c'est un modèle de famille, là, puis je dirais pas que c'est un modèle, surtout les miens, puis c'est drôle parce que ma conjointe actuelle était beaucoup plus à l'aise, puis il faisait des conseils de famille, puis il parlait de comment il se sentait, puis il parlait de ça. La première fois que mes enfants, on a voulu en faire un conjoint, là. Les enfants ont saboté ça, ça n'a pas été long. Ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas. Mais ça, nous, on partait plus loin, mais là, je pense qu'on commence à être capable un peu d'en parler. C'est vrai que ce que tu racontes par rapport à ta famille, comment aussi tu communiques les choses, moi, ça me fait penser aussi à des histoires que j'ai avec mes enfants où on communique parfois. Puis l'image qui me vient, la petite histoire rapide, c'est quand j'ai aidé ma fille avec ses cours de maths. En l'aidant avec les cours de maths, écoute, à un moment donné, j'avais tellement mal, moi, dans mon rôle, comme tu l'as dit, c'est que de dire, mais en tant que rôle de papa, comment j'arrive pas, surtout que je fais avec beaucoup de gens, que j'accompagne, de leur transmettre aussi le fait qu'ils écoutent ou certaines informations, et qu'avec ma fille, elle était tellement bloquée avec les maths, au point qu'elle voulait même plus être avec moi en me disant, bah, papa, toi, tu cries, c'est peut-être mon côté libanais où je crie, mais je dis, mais tu te fâches contre moi, c'est qu'à peine tu lui dis, bah, viens, on va travailler les maths, elle était déjà bloquée avant même qu'on dise quelque chose. Moi, c'était même pas pour les maths parce que je savais qu'elle était capable de les faire. C'était juste de dire, bah, comment j'arrive à trouver la brèche par laquelle je peux passer pour l'aider et comment, en fait, l'aider à enlever cette image qu'elle a eue de moi à un moment donné, que moi aussi j'évolue dans ma façon d'être pour transmettre certaines informations. D'ailleurs, on a le mentorat en commun, toi et moi, donc qui nous a beaucoup aidé, déteint sur notre vie familiale. On enlève la casquette de patron. Mais, et tu vois, ça a pris un peu de temps pour dire: «Bah non, il faut enlever cette image que tu as de moi pour qu'on puisse arriver à une connexion, pour que je puisse aussi t'aider et que toi, tu vois que les maths, tu es capable de les faire». Donc comme il y a eu, «Non, je suis nul», boum, ça s'arrête là, puis «Papa parle, j'écoute pas, ça sert à rien de». Écoute, 1 an après, jusqu'à là, récemment, ma fille, elle a des notes en maths, c'est 99-100. Je lui dis: Voilà, tu vas donner des cours de maths maintenant», tu vois? C'est entre je suis nul et je suis bloqué parce que mon père n'arrive pas à communiquer avec moi et moi, le fait de dire: «Bah, non, c'est pas ça, parce que tu écoutes pas, c'est pas vraiment les maths, parce que tu ne comprends pas, ça n'a rien à voir», à ma fille qui a pu, en fait, faire ce déblocage-là avec le temps. Ça nécessite patience aussi, mais même moi, j'étais surpris de ce déclic-là, de passer de 0 à 180°. Donc quand tu as parlé de ça, le fait de la pression que ça nous met, nous, en tant que parents, on s'énerve contre nous, mais en fait, ça sort face aux enfants. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de devenir papa? Oh, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Puis
c'est drôle parce que, en même temps, je pense à plein de trucs, mais sachant comment on était, puis l'âge qu'on avait, je pense que tout ce qu'on m'aurait dit, ça, j'en aurais pas compris ou saisi le sens. T'sais. Moi, je me souviens d'un conseil que j'ai eu à un moment donné. J'étais prêté pour m'accompagner dans une usine d'acier, puis c'est un milieu assez dur, puis qu'on travaille de la maintenance, c'est un assez vieux monsieur, très grivois, puis rarement sérieux, tout le temps. Puis je me souviens, il m'avait appelé à l'hôpital quand il avait su que c'était le moment qu'on avait eu l'enfant, tout ça, puis il m'avait dit, tu sais, Maxime, tout ce qu'un enfant a besoin, là, c'est de l'amour et du jeu. C'est tout ce que ton enfant a besoin. Si tu es capable de l'aimer et de jouer avec, tu vas être un papa exceptionnel. Puis, j'étais venu plein de frissons quand il m'avait dit ça, parce que je ne m'attendais pas à cette espèce d'ouverture-là ou cette espèce d'humanité-là. Puis, on dirait que je me le rappelais souvent. Attends, mais ce que j'ai besoin, c'est de l'aimer et de jouer avec. Tu sais, c'est un bébé, on va l'aimer, on va jouer avec. On dirait que en grandissant, le jeu peut changer un peu de nature ou d'ampleur. Là. Mais je me souviens d'un psychologue qui disait, ça sert à quoi d'avoir une maison parfaitement rangée où il n'y a rien qui traîne, où tout est classé, mais que les gens se détestent, puis qu'ils sont acerbes, puis qu'ils ont envie de s'arracher les yeux. C'est pas utile. T'sais. On peut être heureux, être bien. Fait que ça continue, je pense. Là. Mais peut-être ça, puis probablement que j'aurais pas écouté, là, mais de dire, commence par t'assurer d'avoir un bon lien, puis le ménage, le rangement, puis toutes les règles de la maison, ça va passer mieux. T'sais. Je pense que c'est ça que j'aurais peut-être aimé savoir, mais j'aurais pu le lire, puis je pense que je ne l'aurais pas compris. Là, ça prend... Parce que tu avais quel âge, Maxime, quand tu es devenu papa? Quand je suis devenu papa, j'avais la première année de travail, c'est 2002, 2004, ça fait que j'avais à peu près 25, 26 ans, peut-être. Je pense que pour un gars, 25-26 ans, on commence à peine à avoir assez de maturité là, pour s'occuper de quelqu'un d'autre. Là. Fait que c'est un peu limite. C'est un peu limite. Dis-moi, as-tu un souvenir ou une anecdote, on dire particulière de ta vie de papa que tu aimerais partager avec moi? Je te dis, quand je repense, des fois, aux plus beaux souvenirs d'enfance ou les plus belles. Les plus beaux moments, je pense, que j'ai toujours trouvé avec les enfants, là, c'était le moment du dodo. Je ne sais pas pourquoi. Là. Souvent, tu as la routine du bain ou quand son bébé, des fois, c'est là que le père est un peu plus impliqué là, parce que, surtout si la maman alerte, là, on est comme plus ou moins utile. Puis là, là le bain, on est vraiment là, on connecte avec l'enfant. Puis après ça, la petite routine du dodo, là, où moi, je le berce. Je chante une chanson. Heureusement, il ne pouvait pas me dire que je chantais mal quand il était bébé. C'est venu rapidement plus tard. Mais chanter une chanson, faire quelque chose. Là. Puis après ça, quand il vieillissait, je me souviens, on avait une routine de dodo là, où il y avait un moment avec chaque enfant. T'sais. Puis la première fois où on a essayé de faire vie commune, tout le monde avec les 7 enfants, là, je me souviens, c'était un contrat pour chez les enfants parce que les deux, on faisait une petite routine, un petit 10 15, avec chacun des enfants. Fait qu'à 7 enfants, si c'est 10 minutes, ben c'est 1h10 qui viennent de passer à la routine. Mais comme ils ont des âges séparés, il y avait un crescendo. Mais pour moi, les routines du dos, ça a toujours été particulier. Tu te couches dans le lit avec l'enfant, des fois c'est des petits massages, des chatouilles, des fois c'est un petit jeu de société, un petit jeu de cartes. Mais on dirait que j'ai toujours eu un petit moment tout seul avec l'enfant, puis il se crée des liens. Ça, il se crée des liens, il n'y a plus de chicane, il n'y a plus rien. Puis des fois, plus vieux, là, des petits jeux de cartes là, un peu qui ne demandent pas beaucoup de concentration, tout ça. Puis là, des fois, tu te fais poser une question. Là, des fois, il te parle de quelque chose qu'il y a eu. Puis il y a probablement des petites phrases intéressantes ou des petits conseils de vie que j'ai pu transmettre là parce que on était dans un contexte neutre. C'était pas, je ne donnais pas un conseil parce que moi, je pensais qu'il en voulait un. Je répondais à une question. Pour moi, là, ça, c'est les plus beaux souvenirs
que j'ai là, avec les enfants. Ouais, les routines de dodo, ça, comme tu les mentionnes, je le vois comment ça peut évoluer aussi avec le temps. Et là, j'ai le retour comme ça de qu'à chaque fois qu'on voulait les coucher, c'est là où il y avait le plus de questions qui posaient. Je dis: «Oh, c'est toujours à l'heure du dodo, c'est leur façon de ne pas je veux pas me coucher tout de suite». Puis c'est aussi, comme tu le dis, c'est comme les moments où c'est comme tu te poses, puis il y a rien de particulier à dire et puis en tant qu'adolescent, tu te retrouves à partager des choses à ce moment-là. Mhm. Moi, en tant que papa, je me dis: «Oh», en plus, toi, tu as envie de dormir, si tu es fatigué aussi, puis au moment où ça devient une discussion sérieuse qui nécessite ton attention. Là, je peux te dire, je luttais entre le fait de dormir. Dans ma tête, je me dis: «Mais pourquoi à ce moment-là?» Pourquoi? Parce que là, ça tu peux plus quitter la chambre. Ça Mhm. devient un sujet sérieux dans lequel tu as une ouverture de cœur, partager un truc. Et je me dis: «Mais pourquoi là maintenant?» Et tu pas dire, Mhm. personnellement, j'osais même pas dire que moi aussi, je suis fatigué aussi, que moi j'ai envie d'aller me coucher. Parce que j'aimerais bien, sur ce sujet-là en particulier, avoir toute l'attention qui est nécessaire. Mais, j'arrivais à tenir à un moment donné et puis tu te rends compte, est-ce que tu as besoin de plus de conscience ou juste comme un peu comme le mentorat, avoir un moment d'écoute, puis juste Mhm. être l'attention n'est pas de trouver une solution, mais c'est de juste écouter parfois. Et ça c'est les moments qui arrivent au moment du au moment du dodo. Ça c'est Ouais. entre, toutes les questions qui se posent quand on est très petit, à je te partage un truc important, sérieux dans ma vie, au moment où toi tu vas te coucher aussi, donc c'est as-tu déjà vécu des moments de doute en tant que papa? Oui, ça c'est évident. C'est évident. Puis, tu sais, j'ai deux situations particulières là, qui me viennent en tête immédiatement. Là, je dirais, c'est quand je me suis séparé, là, je suis devenu monoparental. Là, on dirait qu'il y a comme une espèce de grand doute, moi, qui est venu m'habiter en disant, tu sais, j'étais très impliqué, tu sais, je peux m'occuper d'une maison, je peux tout faire, mais il y avait une espèce de, est-ce que je vais être capable de combler? Est-ce que je vais être capable de combler? J'avais un gros doute pour moi. Moi, je venais d'une famille où les deux parents étaient encore, mes parents sont encore ensemble aujourd'hui. Fait que pour moi, je ne dirais pas dire jusqu'à démoniaque, là, mais tu sais, si tu es séparé, tes enfants, là, ils vont en arracher, ça va être difficile pour eux, c'est fou ce que ça. Fait que j'avais un peu ces préjugés-là. Fait que quand tu te retrouves séparé, puis que là, des fois, il arrive des situations, tu réagis des fois un peu mal parce que là, tu es monoparental, tu travailles, tu reviens, tu vas chercher les enfants, puis il y a des années là, où un est un est à la garderie, il y en avait un à la maternelle, puis l'autre au primaire, c'était trois institutions différentes. Fait que là, tu fais ça, tu arrives, tu veux les faire manger, puis là, tu vas avoir des repas qui font du sens. Là, fait que ton repas, puis là, il arrive une pacotille, là, un enfant qui a un mot, il y a eu un rouge dans son agenda, puis t'éclates parce qu'au moment qu'il dit, ou il y a un dégât au moment quand tu dis, hey, fais donc pas ça, ça fait 8 fois que tu lui demandes de ne pas faire ça, il le fait, puis il y a un dégât, puis là, tu t'éclates un peu trop. Puis là, après ça, tu t'en vas le coucher, puis là, tu penses à ça, tu rumines, puis il y avait une réalité qui était aussi, c'est quand ils partent pour une semaine, puis ils reviennent d'une semaine, ça veut dire que quand ils reviennent d'une semaine, ils arrivent, ils font les pires des atrocités que tu n'as comme même pas envie de les chicaner. T'sais. Puis la veille où ils partent, ils arrivent avec un mot, puis là, tu peux pas le chicaner, c'était dans la soirée, il part pour une semaine, tu en parles un peu, puis là, après ça, il s'en va, puis là, un petit moment, là, ça ne dure pas très longtemps dans mon cas, je ne suis pas beaucoup dans l'autoflagellation, mais il y a un petit moment de doute, tu te dis, c'était-tu de la paresse parentale de ne pas intervenir ou de ne pas agir, ou dire, j'ai-tu exagéré ma réaction, puis là, comment il va dealer avec ça, c'est quoi l'exemple que j'ai donné. Fait que je pense beaucoup là, dans les premiers mois de la séparation, je pense que ça a été un gros doute. Puis avec mon plus vieux, là, où on a eu de la difficulté, puis à un moment donné, on a sorti même de la maison, là où je fais-tu la bonne chose?
qu'est-ce que j'aurais pu faire pour ne pas me ramasser là aujourd'hui avec ces problèmes-là? Ça, j'aurais tendance à dire que oui, là, il y a eu des gros moments de tout. Mais à un moment donné, je pense que comme tous les parents, là, à un moment donné, j'ai accepté humblement que j'étais vraiment loin d'être parfait, mais que, maudit, je travaille donc fort pour essayer d'être un bon père. Fait que tu dis au moins ça, là, je vais gagner. Je vais probablement pas gagner le premier prix comme papa, là, mais je pense que je peux gagner un méritage là, pour l'effort. Je travaille fort en maudit, fait que je me réconforte comme ça, je pense. On va créer des prix qu'on va voir avec les papas pour dire quel type de méritas on peut avoir. Parce Ouais. que, mine de rien, on a quand même un rôle important. Euh, on peut se retrouver là, dans la situation comme la tienne. Je te rassure, tu n'es pas le seul Ouais. dans cette situation-là. Il y en a qui arrivent à trouver des solutions, mais peut-être c'est les solutions qui sont très contextuelles, liées aussi à leur famille, à leur situation. Mais ça reste aussi des solutions. Mais je pense qu'il y a beaucoup de papas qui auront le même méritas d'efforts comme toi. Mais tu considères qu'avec tout ce que tu fais, que tu arrives quand même à t'en sortir d'une façon ou d'une autre. Tu as un doute qui s'installe, mais tu vois qu'avec le temps, il y a des choses qui te quand même redonnent confiance dans ton rôle de papa. Oui, oui, il y a plein de trucs. Je pense qu'en vieillissant, le lien, là, quand il se passe des trucs, puis ils viennent t'en parler. Il y a certaines valeurs à un moment donné, là, je me souviens, pour certains, c'est rien, mais pour moi, je me souviens, ma fille a joué au basketball longtemps. Euh, mes trois premiers ont toujours joué au basketball à l'école, en concentration basket. Puis là, ma fille était au cégep, puis il n'y avait plus de basketball. Dans l'école, elle n'était pas en équipe de basketball, puis là, elle faisait pas vraiment de sport. Puis moi, ma formation de base, c'est éducateur physique. Pour moi, c'est hyper important que les gens fassent du sport, peu importe c'est quoi m'en fasse pour être en forme. Puis là, c'est une petite fille, des fois, on a le préjugé qu'ils sont moins sportifs. Puis là, ben, elle va pas jouer basketball avec ses amis dans la rue, là, sont au cégep. Puis, moi, je me suis toujours entraîné à la maison, j'ai toujours fait de l'entraînement. Puis, hey, papa, là, c'est les jeunes sessions là, que je fais plus de sport, je fais plus rien. Là, ça te tenterait-tu qu'on s'entraîne ensemble? Ça te dérangerait-tu de t'entraîner avec moi? Est-ce que ça me dérangerait? Oh que non! Fait on a repris une routine à s'entraîner ensemble. Puis c'est elle qui me l'a demandé, tu sais, j'ai jamais demandé, mais ça pour moi, c'est comme, hey, wow, tu sais, j'ai transmis ces valeurs-là. Euh, Mon plus jeune aussi, là, dernièrement, là, c'était comme il me semble, il est moins sportif que les autres. Son demi-frère, il s'entraînait à l'école, il faisait des trucs. Hey, papa, ça te dérangerait-tu de t'entraîner avec moi, puis Will, avec l'autre? Ouais, ça fait plaisir. Fait que là, j'ai des plages d'entraînement avec ma fille, où on fait certains types d'entraînement. J'ai d'autres plages d'entraînement avec Gab et Will, où on s'entraîne le soir 2 fois semaine. Avec mon autre, on a commencé des cours de boxe. Avant ça, on faisait de l'escalade. Fait il y a des trucs où tu dis, ben, pour les plus vieux, là, ils n'ont pas assez l'âge de faire quelque chose avec papa ou maman. Là, si tu te demandes qu'ils ont envie de le faire avec toi, je trouve que c'est un gage de dire, ben, c'est le fun. Ils ont envie de partager ce moment-là, puis en même temps, ben, ça montre que pour moi, une valeur d'être en forme, d'activité physique, puis j'ai réussi à la transmettre. Fait ça, une grosse réussite pour moi. Qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants retiennent de leur enfance avec toi? Moi, j'aimerais vraiment ça qu'ils retiennent le plaisir qu'on a eu ensemble. Qu'ils retiennent que il y avait des trucs à faire, on devait ranger nos chambres, on devait travailler à l'école, mais qu'on avait du plaisir. Parce qu'on a beaucoup de plaisir. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup avec les enfants. Tu sais, des moments de rire, des moments de folie où on devient un peu hystérique tout le monde, puis on fait plein de trucs. Là, fait que j'aimerais ça qu'ils retiennent qu'il y avait un cadre quand même assez, je dirais pas rigide, mais tu sais qu'il y avait comme un cadre où c'était important de travailler, de se respecter, de bien faire les choses, mais qu'on était capable de faire ça par avoir du fun. On s'amuse. Je pense que c'est vraiment quelque chose j'aimerais qu'ils retiennent. Puis, en te le disant, je dis, on dirait que c'est parce que c'est un peu le cadre que j'ai eu chez nous. Il fallait être travaillant, c'était hyper important avec du travail respectueux, poli, mais à tout bout de champ, c'est quand même, on fait un party, on fait ci, on fait ça, on s'amuse, on s'éclate. Fait d'avoir cette travailler fort, puis fêter fort. Quand je dis fêter, je ne veux pas que ce soit mal interprété, mais avoir du plaisir.
Est-ce que vous avez déjà fait des batailles d'oreillers? Alors, on a fait beaucoup de batailles étant jeune. Moi, je me souviens, puis il y a été un temps où des fois, là, c'était avec mes trois premiers, des fois, c'était des batailles, mais phénoménales dans le lit. Là. On avait un grand lit, puis c'était des batailles là-dedans le soir, des fois le matin. Et je me souviens, ma première femme et moi, on avait changé de lit parce que le matin, quand les enfants venaient nous rejoindre, là, c'était comme. On était à l'étroit. On avait acheté un plus grand lit pour être sûr que le matin, d'avoir des beaux moments quand les enfants arrivent le matin et qu'on joue, puis que ça finit en une petite bataille, puis après ça, on va déjeuner. Là. Moi, en te parlant de ça, c'est marrant, là. J'ai un souvenir qui remonte, mais c'est pas avec nos parents. Une sorte de bataille qu'on a faite dans la maison. Et au Liban, on avait comme les fusils à plomb. Tu vois, tu fais un truc à plomb. Nous, on mettait comme des mouchoirs mouillés, là, en fait, que tu mouilles. Écoute, on s'est même fait des barricades à la maison, d'une pièce à une autre. Pam, pam. Les parents sont rentrés. Il y avait, il y avait c'est horrible en plus. C'est comme le paintball, mais ça fait mal ce truc-là. Même si c'est des Hein? trucs. Mais l'image me revient comme ça en disant qu'est-ce qu'on a fait comme bataille? Donc, on en a fait pas mal avec les jeunes, mais on n'a pas fait des choses comme ça avec nos parents. Donc moi, j'essaye de créer des moments comme ça où on peut faire avec les enfants, que ce soit des moments cocooning ou autre. Ouais, ouais. C'est en ce moment, vu qu'ils sont adolescents, des moments cringe. Des moments cringe, c'est-à-dire, tu dois raconter un truc tellement bizarre que le premier qui rit, c'est lui qui perd. Donc il faut pas rire, tu vois? Il faut juste dire faire une connerie ou faire un geste qui est tellement cringe que personne ne doit ne doit rire parce que tu Mhm. es comme forcé de rire à la situation, mais tu dois te Ouais. retenir. Donc oui, il Et nous ouais. arrive comme ça de faire pas mal de choses. C'est pas les batailles pour le moment, mais on a Je plus sais que des moments les, cocooning. les côtés violents de la guerre, c'est pas nécessairement. On le voit dans l'actualité, mais je me souviens, on a eu une année où ils ont tous eu des airsoft, là, des pistolets avec des Oui, petites balles en mousse. Là. Ça faisait des guerres phénoménales. Là. Tout le monde partait se cacher. Puis les quatre enfants, là, les trois enfants et moi au début, là, ça faisait quand même quatre enfants. Cachés dans les pièces, puis on se tirait. Puis des fois, on était en équipe avec le plus jeune. Mais ça fait des super de beaux moments. en fait, tu m'as parlé d'une certaine valeur tout à l'heure qui est plus, l'éducation physique, mais est-ce que tu as une valeur importante, ou un principe qui est le plus important pour toi en tant que papa? Moi c'est vraiment là, l'espèce d'effort, le côté travaillant. Le côté de fais donc de ton mieux tout de suite. T'sais. Fais donc de ton mieux tout de suite à chaque fois que tu fais quelque chose. T'sais. Puis quand un enfant me dit ah, mais j'ai eu ça, mais ça compte juste pour 5% ou j'en aurais pas besoin plus tard. T'sais, leur apprendre, tu sais jamais qu'est-ce qui est important dans la vie. Puis en t'habituant à donner tout le temps le meilleur de toi-même, tu vas toujours être de plus en plus meilleur. Puis il peut t'arriver des choses exceptionnelles pour des raisons que tu n'aurais jamais pensé. Quelqu'un, un professeur, va t'identifier parce que tu t'es démarqué dans un concours quelconque, dans une classe, ou à poser des questions, ou par un devoir qui était phénoménal. Puis pour moi, ça a toujours été hyper important. Dans ma famille, il fallait que tu sois travaillant, il fallait que tu sois vraiment être travaillant, c'était la valeur la plus importante de mes parents. Travaillant puis honnêteté. Puis on dirait que moi aussi, c'est resté. Puis des fois, les enfants, j'essaie de le transmettre. Puis moi, aujourd'hui, où j'ai été propriétaire d'entreprise, on a une super belle vie, j'essaie de leur expliquer, c'est parti dans un cours de traumatologie où je travaillais super bien, puis le professeur avait pris les 5 meilleurs élèves pour en faire des instructeurs en premiers soins si ça leur tentait. Puis de fil en aiguille, là, j'ai rencontré la compagnie où je travaille. J'ai voulu changer de vision, ils n'en prenaient pas, mais moi, ils m'ont pris parce qu'il n'y avait que des bons commentaires sur moi. Parce que, puis, j'ai eu mon parcours, pas parce que j'étais le meilleur, c'est juste que tout le temps, je faisais toujours de mon mieux. Puis les gens reconnaissaient cet effort-là. Fait, ça part de là, puis je trouve que des fois, les jeunes, les miens, là, des fois, ils vont essayer, c'est comme s'ils vont essayer de gager leur énergie. T'sais. C'est pas trop important, j'ai pas besoin de me forcer. Puis, oh, mais je le sais, c'est important. Non, on le sait pas. La vie va décider pour toi. Ça te coûte quoi de te forcer tout le temps? Puis ça, là, c'est vraiment là, la plus grosse valeur là, que j'aimerais transmettre, là, de toujours donner la meilleure version de toi-même. Puis, je dis ça, puis
je sais que c'est important, puis mes enfants n'ont jamais eu besoin d'être les premiers de classe ou d'être les meilleurs. T'sais. Je me souviens quand ils étaient au secondaire, on essayait à chaque enfant de donner un objectif. Chaque matière, c'est quoi ton objectif là-dessus? Puis il y avait des variabilités d'objectifs d'un enfant à l'autre qui pouvaient être immensément grandes. Là. Je le sais qu'en français, il n'a pas eu de la misère. Qu'est-ce que tu donnes comme objectif? À combien tu vas être content? De... je ne demande pas d'être les meilleurs, je demande d'offrir la meilleure version d'eux-mêmes. C'est vraiment, pour moi, c'est ultra, ultra important. On dirait que ça peut être aussi comme une différence entre un garçon ou fille. Moi j'ai les deux. J'en ai une qui est même très perfectionniste. Il faut qu'elle donne les efforts qu'il faut, etc. Ça dépend aussi des matières qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et puis j'ai aussi, pareil, mon fils, lui, parfois dit, oh, j'ai eu la limite, ça me suffit, à quoi ça va me servir plus tard et tout. Mais on voit que dans les deux cas, peu importe qui tu peux être, faire quelque chose que tu aimes, c'est motivant. Tu regardes pas le temps, tu as du plaisir à faire ce que tu veux, etc. L'idée, c'est de dire, bah, si tu veux te forcer, est-ce qu'on est capable d'intégrer un plaisir dans ce qu'on fait pour que on ait cet investissement de temps et t'as pas comme la notion à dire, bah, force-toi à faire ceci et force-toi à faire cela. Mais dans les deux cas, peu importe ce que tu fais, c'est qu'à un moment donné, c'est comme, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Est-ce que aussi, notre génération, les générations de nos parents et la génération de nos enfants par rapport à la relation avec le travail, la relation avec l'éducation. Est-ce qu'on a besoin de lire des livres pour retenir un paragraphe? Maintenant, on va direct au paragraphe, tu n'as même plus besoin de lire le livre. Même tu ne le lis pas, tu l'écoutes. Et même, Ouais. tu n'as même pas besoin de le lire, c'est quelqu'un d'autre qui te fait un résumé. Tu vois, il n'y a plus le plaisir de lire le livre. Moi aujourd'hui, j'ai du mal à finir un livre. J'en ai plein que je commande. Là, je me force à finir un livre juste en forçant. Mais j'essaye aussi de lire en faisant ça pour vraiment apprécier la lecture, de retrouver ça. Parce que je le faisais avant. Je Ouais. le lisais beaucoup. Mais tu sais, là-dessus, dans cette efficacité-là, ou l'ultra-efficacité, tu sais, de dire je ne prendrai pas le temps de lire le livre, je vais aller juste le résumé, ou je pense qu'il y a beaucoup de mais qu'est-ce que tu fais avec le temps que tu as trouvé? Tu fais quoi du temps libre que tu as? Est-ce que tu l'utilises à faire quelque chose qui va t'aider? Est-ce que tu l'utilises à quelque chose de constructif? Est-ce que tu vas prendre du temps pour toi à t'entraîner, à faire autre chose? Ou si ça va juste devenir plus de temps d'écran ou plus de temps à rien faire? Bien là, c'est là qu'il y a peut-être un petit déséquilibre, à mon sens. Là. Mais oui, c'est tout un défi. Tu parlais des choses que tu faisais dans ta famille. Je pense aussi ta conjointe avec sa famille avait peut-être des choses qu'elle faisait avec sa famille, des traditions. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez gardées des deux familles, où vous avez créé des choses nouvelles, communes, en une seule famille? Et comment vous avez, on va dire, transmis ou partagé des choses comme ça? Tu as des exemples? Ben, je te dirais, là on est dans la période de Noël qui s'en vient. Là, fait que, Oui. ça en est des nouvelles traditions qu'on s'est créées là, parce que on avait les mêmes soirées dans nos familles et tout ça. Puis là, ben, OK, le 25, maintenant, ma fille m'en a parlé dernièrement, là, 19 ans. Puis là, on va-tu encore faire un brunch de Noël là, avec. Fait que le brunch du 25, ben là, c'était juste nous, tous les enfants, parents. C'est notre petit moment. Ça, on n'avait pas ça avant, mais c'est devenu une tradition. À l'Halloween, on décore des citrouilles. Moi, j'ai fait ça une fois ou deux, mais pour Agnès, eux, ils le faisaient. Puis là, bon, on le faisait conjoint. On décore des citrouilles. Moi, j'ai une tradition, la compote de pommes, on a une machine pour faire la compote. Puis là, tout le monde a leur poste, puis on fait compote. Fait il y a différentes traditions qui se créent. Il y a des petites traditions de jeux de société, des fois, les fins de semaine où on cale un 5 à 7. Là. Fait que là, on fait des verres de jus, des pina coladas sans alcool, des trucs comme ça. On met des petits apéros, puis là, on joue à des jeux de société, des famoins de dessin, des trucs comme ça. Puis là, les enfants, c'est comme des espèces de traditions de jeu. Ça, c'est des choses, je pense, qui ont beaucoup de valeur pour eux autres. Là. Tu me fais penser à ça. Nous, quand on était en France, on avait comme presque toutes les semaines, les dimanches, les rencontres de famille avec des jeux de société. Ce n'est plus le cas un peu ici, comme Ouais. j'aimerais bien le remettre, le retrouver ce truc-là.
Je vais garder ça en tête pour le ressaisir un peu. Parce qu'on est un jeu de société, mais c'est comme les moments, ce qui était appréciable qu'on faisait en France. Il y avait la grand-mère, puis tu prenais l'apéritif, tu passais un après-midi, tu es à côté on va dire, comme un côté cocooning, puis en même temps, tu fais un jeu, tu échanges, tu partages. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec toute la technologie, les informations à droite et à gauche, tu as créé plus de bulles dans une bulle et en fait, on se bat plus pour garder une seule bulle. Parce que ces moments-là partent tellement vite, mais en même temps, tu as aussi besoin de ta bulle. Mais les jeux, j'aimerais bien retrouver ça. On a un coffre énorme de tout type de jeux qu'on peut faire. Puis Ouais, ouais, puis des fois, juste de le remettre à l'horaire de temps en temps, là, ça fait des beaux moments. on a même inventé un jeu, là. Qu'est-ce qu'on fait là, pendant la pandémie? Qu'est-ce qu'on fait, papa? Puis regarde, c'est devenu plein de petits trucs. Qu'est-ce qu'on fait à Noël? Qu'est-ce qu'on fait pour jouer ensemble? Et on joue. Mais c'est surtout qu'on trouve, c'est en jouant qu'on crée pas mal de beaux souvenirs. Des choses qu'on peut même transmettre comme des traditions après, plus tard, avec nos familles. Quelle qualité admires-tu le plus chez tes enfants? Peut-être une ou plusieurs? Je pense qu'ils ont une grande force de caractère. Je pense que on dit souvent que la vie n'est pas facile, qu'il y a beaucoup d'épreuves, que des fois les relations à l'école, des fois, là, c'est pas toujours facile avec les profs, les collègues. Mes enfants, ils sont forts. Ils m'impressionnent. Ils m'impressionnent à quel point ils sont forts. Ben, c'est juste partir, commencer avec un divorce à un moment donné à assez jeune âge, puis de traverser ça, c'est déjà quelque chose. Mais on dirait qu'ils peuvent avoir des gros coups, puis ils sont très forts, ils sont capables de continuer puis d'avancer. Là, j'ai l'impression qu'ils ont des belles personnalités. Ça demande toujours juste d'être certain, hein, c'est-tu juste une carapace ou en dedans aussi, on essaie d'aller percer, là. Mais tu sais, des fois, il y en a qui ont plus de difficultés à avancer dans certaines situations ou qu'ils vont être abattus plus longtemps, là, puis ils ont un coup dur ou quelque chose qu'ils voulaient faire absolument, qui tombe à l'eau, qu'ils ne peuvent pas. Puis là, OK, ben, c'est correct, on va faire autre chose. Fait que leur force, un peu de caractère, là, c'est. Je ne sais pas si c'est encore dans ma notion de papa utilitaire, là, qu'on est là pour les rendre des adultes responsables et les préparer à la vie. Là. Fait qu'on dirait que ça, pour moi, c'est rassurant. Je pense qu'ils sont forts pour passer à travers cette vie-là. Ils ont ce qu'il faut pour traverser. Indirectement, on est aussi un exemple et un modèle pour nos enfants, parce qu'ils nous surveillent, sans réellement nous dire que j'aime ça en toi d'une façon ou d'une autre, mais on copie aussi. Moi, il y a des choses que, on va dire, je reprochais éventuellement à mon père, je me rends compte que je le fais naturellement aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que je comprends le sens de cette chose-là. Puis en le faisant, je lui dis, mais c'est mon père qui faisait ces trucs-là, puis je me retrouve à faire exactement comme lui. C'est, c'est un peu farfelu. Quelle est ta plus grande leçon apprise en tant que papa? Plus grande leçon en tant que papa. C'est très difficile, celle-là. J'aurais tendance à dire que c'est. Je pense que de se connecter un peu plus avec nos émotions, puis de se montrer peut-être un peu plus vulnérable. Je pense que pour moi, ça a été que la vulnérabilité n'est pas nécessairement une faiblesse. Ça, je pense, pour moi, c'est peut-être la plus grande. Je parle de force, je parle de tout ça, là, mais pour moi, là, être vulnérable, être émotif, être sensible, ce n'est pas nécessairement être faible. Puis des fois, ben, quand on n'écoute pas ça ou on n'est pas attentif à ça, ben, c'est là qu'on véhicule peut-être moins les valeurs qu'on voudrait comme papa. Fait que je pense que c'est peut-être ça, l'espèce de vulnérable n'égale pas faible, avoir des émotions, avoir de la peine, avoir du chagrin, avoir peur, c'est peut-être pas une faiblesse. C'est intéressant, on a dit qu'on se pose des questions, on échange d'une façon spontanée et que les valeurs, les choses importantes qu'on échange depuis un certain temps là, en discutant ensemble, avec la force de caractère, il faut forcer ceci. Et la leçon que tu as apprise est complètement l'inverse de ça. C'est-à-dire, on a le droit d'être vulnérable, c'est pas une faiblesse. Ouais. Pourtant, on n'en a même pas parlé.
Ça, c'est Mhm. pour ça que j'aime ce genre de questions, parce que quand c'est spontané, il y a des choses qui sortent auxquelles on n'avait pas pensé. Mhm. Et que ça vient, je dis, on répond. Qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui sort? Puis c'est des choses quand même qui nous marquent, parce que sinon ça sort pas du tout. Ouais. Mais en t'écoutant, ben, je pense que tu l'as remarqué aussi toi-même, je parle de force, puis je sors un truc complètement l'inverse. Ouais. On va pas faire un cours de psychologie aujourd'hui, mais c'est plus, je trouve ça intéressant avec ce genre de questions auxquelles on s'attend pas. Parce que parfois, je teste en fait les questions que je pose aux parents. Mhm. Je me les pose à moi-même, et moi-même, j'ai du mal à trouver des réponses. Ouais. Je dis: «Ah, c'est pas gentil de faire ça avec les parents». Mais quand ça sort naturellement, je trouve qu'il y a quand même un truc qui vient assez rapidement qui nous fait réfléchir, voir après. Donc tu as de quoi réfléchir sur la vulnérabilité et la force. Donc je te laisse avec cette méditation ce soir. Ouais, encore plein de pistes d'amélioration, c'est bien ça. Quel est le meilleur conseil que tu aies eu de ton propre papa? Écoute, mon père, c'était pas un homme de beaucoup de mots, mais je pense que c'est vraiment, tu sais, son conseil légendaire qu'il m'a déjà dit, là, je suis en train d'essayer de changer des roues sur une voiture. Mon père avait un garage, j'avais à peu près 11-12 ans. C'est des vieilles voitures, les pneus sont gigantesques, j'ai de la misère, ça fait 2 bottes que je casse, puis là, je vais le voir mal. Puis là, je suis pas mal installé tout croche, tout mal. Je m'y prends très mal. Puis là, à un moment donné, il dit: voyons, Maxime, il dit là, il dit, tu fais là. Il dit: mettons, tu as une corde, là, puis elle est trop courte, là. Il dit: coupe-la le nombre de fois que tu veux, elle va toujours être trop courte. Il est parti. Puis là, j'ai dit: il va y avoir plein de sagesse dans cette phrase, mais. Fait que ça a resté dans ses conseils à méditer. En disant, je pense que quand tu es complètement à côté de la traque, là, comment tu essaies de t'enfoncer là-dedans, tu vas toujours être à côté de la traque. Là, change. Recommence. Recommence là. Mais sinon, je pense que là où mon père m'a inspiré, c'est vraiment plus. Tu sais, moi, j'ai vu mon père à peu près tout faire. Ah, puis là, je pense que le vrai conseil, là, c'est celui-là. Là. J'allais parler de son inspiration par son travail et tout ça. Là. Mais je pense que son vrai conseil, là, puis là, je me souviens exactement où on était, puis il me l'a servi souvent. Il faisait des rénovations, on faisait des trucs, puis il me rappelait le conseil que son père lui donnait. T'sais. Puis là, exemple, il fallait changer une toilette. Puis tu sais, mon père, il me dit tout le temps: voyons, t'as déjà vu le plombier? Monsieur, pas de vin, là. Pas inventé le bouton à 4 trous, là. Méchant sans dessin, ça. Quand de changer des toilettes, tu dois être capable, fait que change-la. Fait il y avait toujours la notion de si un tel peut le faire, tu peux sûrement le faire. Fait il y avait cette notion-là, on peut tout faire. Puis, on dirait, j'ai comme grandi là-dedans. Grandi dans, il y a rien d'autre, je peux tout faire. Pourquoi? Parce que je peux sûrement trouver quelqu'un qui fait ça, puis qui n'est pas nécessairement plus fort, meilleur, plus grand, plus intelligent, plus manuel. Fait que je pense que le meilleur conseil qu'il m'a donné, là, c'est s'il y a quelqu'un qui le fait, tu peux le faire. Fait que l'espèce dont on peut tout faire, je pense que c'est vraiment le conseil que je pourrais retenir de mon père. Mais le truc de la corde, j'aime bien aussi, parce que c'est parfois on peut comme se noyer dans un verre d'eau. Je l'ai trouvé pas mal celle-là. Tu peux la couper autant que tu veux, elle restera courte, Ouais. mais c'est intéressant avec ce genre de conseils. Est-ce que c'est des conseils qui ont été donnés directement comme conseils, ou des inspirations, ou des relations qu'on a pu avoir? Mhm. C'est des moments aussi qui peuvent nous toucher directement ou indirectement. C'est, en plus, c'est quelque chose qui est transmis de ton grand-père, donc ça Ouais. doit être de génération en génération, donc Oui, parce qu'il y avait les sacs dans la phrase, puis il y avait les noms des bonnes personnes qui nommaient et tout. Là, fait que c'était vraiment calqué d'une génération plus haut. Là. bah, ça me fait penser, ça c'est plus une anecdote, comment on transmet certaines choses, mais parfois sans comprendre vraiment le sens. C'est comme l'histoire du jambon que tu mets dans un plat et qu'il faut toujours couper les jambons des 2 côtés. Tu connais cette histoire-là? C'est qu'il se transmet d'une génération en génération. On coupe le jambon, tout le monde coupe le jambon, mais il commence à demander au père, à la mère, à la grand-mère, etc., pour arriver à la fin. En fait, c'est parce que le plat était tellement petit, le jambon était grand, puis on le Ah, coupait. Ça s'est transformé en tradition que personne ne comprenait d'où venait ce truc-là. C'est pour ça que c'est intéressant de voir d'où est venu un peu
les conseils, parce que les conseils sont tous liés à une histoire Mhm. particulière, à un moment particulier, à quelque chose qui a justifié un peu une expression ou le fait de parler de ça et ça. Et c'est ça que je trouve intéressant, les expériences que nous avons derrière chaque conseil qu'on peut donner. Le vécu, l'histoire de chaque papa ou de chaque personne autour de ça. Quel conseil donnerais-tu au futur papa? Moi, je pense que j'aimerais ça juste refaire le même conseil qu'on m'avait servi, là, de dire tout ce que ton enfant a besoin, c'est de l'amour et du jeu. Fais juste l'aimer. Puis donne-lui un environnement où il y a du jeu, puis tout le reste va suivre. T'sais. On se met beaucoup de pression tout le temps là, à être parfait, à être ci et ça. Là. Je pense qu'un bébé qui est aimé, puis qui a du jeu, là, qui s'amuse, un bébé qui est aimé, qui s'amuse, il n'y a rien d'autre d'important. C'est le principal. N'oubliez pas de le nourrir, là, donner du lait, changer-les, tout ça, là, mais l'amour et le jeu, je pense que c'est juste ça. Il y a une chose que j'ai remarqué, que quand on parle de papa, c'est une question que je posais au papa en disant: «Ça vous intéresse qu'on échange ensemble?» On associe le papa à des enfants jeunes. Est-ce que je me dis: «Mais tu es papa même si tu as des enfants qui ont 25 ans. Tu es même grand-papa aussi si, si Ouais. on va dire si tes enfants ont des enfants». Mais le fait d'être papa, tu es papa, peu importe l'âge de ton enfant. Mais on a l'impression quand on dit papa, c'est que nos enfants sont jeunes. Et quand Mhm. tu parles d'amour et de jeu, est-ce que tu penses que l'amour et le jeu est différent? Tu peux toujours jouer avec tes enfants, qui vont avoir, 30 ans. Mhm. Est-ce que tu penses que ça va être le cas ou c'est parce que c'est lié à l'âge? Non, je pense, et puis j'en ai parlé un peu tantôt, là, je pense que le jeu va changer en vieillissant, là, mais que ce Mmh. soit l'entraînement, des jeux de société, de chanter ensemble en faisant ça va le porter à son sport préféré, mais peut-il raconter une blague? On faisait ça avec un de mes garçons, là, on faisait des concours de blagues. Là, puis, là, des fois, il faut que je te fasse découvrir. Fait que là, on se cherchait des blagues, on se les lisait un l'autre. Je pense que l'humour ou le plaisir, ça met la table pour si j'ai un problème, j'ai envie de t'en parler. Si ça va pas bien, puis je me suis trop fâché contre toi, que ce soit l'enfant-parent ou parent-enfant, peu importe dans quel sens, là, mais non, on va jouer un petit jeu, ça va se replacer, puis après ça, hey, tu sais, hier, ou tu sais, ce matin, tu sais. Fait que je pense que le jeu, ça reste tout le temps, là, la relation où on n'est pas juste le nourrir, l'encadrer, puis c'est tout. Il faut partager des beaux moments, je pense que c'est important. Papa Maxime, le temps passe vite, mais j'ai encore une question, peut-être et demie ou une question. Quel conseil, hem, ça serait plus, 2 questions que j'ai pour toi. Quel conseil donnerais-tu à ton enfant pour sa vie future? Là, c'était le conseil pour les papas, mais pour ton enfant, est-ce que tu as, toi, papa Maxime, un conseil à donner? Je pense de ce que j'ai parlé tantôt, là, de toujours de donner la meilleure version de soi-même. Je pense que ça serait pour moi le conseil le plus important. Fais donc toujours de ton mieux. Ça ne coûte pas plus cher. Fais de ton mieux tout le temps. Puis je pense que d'être, d'être ouvert aussi. Tu sais, d'être ouvert au fait que on ne sait pas tout et on ne sait surtout pas ce qu'on ne sait pas. On n'a aucune idée de l'étendue de tout ce qu'on ne connaît pas. Puis, peut-être de savoir que c'est pas parce que quelqu'un pense pas la même chose que nous qu'il n'a pas raison ou qu'on est obligé d'être en opposition. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu une certaine polarisation. Je ne sais pas si c'est post-COVID, là, où tu te fais vacciner, tu ne te fais pas vacciner. Tu ne peux pas avoir deux personnes qui ont un point de vue. Tu as littéralement un qui a la vérité et l'autre qui est un idiot. Dans un camp ou dans l'autre. Puis je pense que ça, c'est un peu grave, c'est un peu dramatique. T'sais, on peut-tu avoir tous les deux une opinion complètement différente, puis bien s'entendre, de comprendre l'autre, puis d'accepter l'autre. Mais je pense que des fois, quand on grandit au début, puis je pense que plus, moi, dans mon cas, plus j'étais jeune, plus j'étais donc campé, puis j'étais donc sûr que quand j'avais une opinion, c'était la bonne, puis j'avais raison.
Puis en grandissant, quand tu te rends compte que finalement, j'ai changé complètement d'idée pour plein de trucs. Puis je me souviens d'un moment donné, une anecdote que j'avais lue, c'est de dire parent qui s'ostine avec son ado de 15-16 ans, puis que l'autre il dit à son ado, sais-tu de valeur qu'on naisse si intelligent, puis qu'à l'adolescence, on connaisse tout, on sache tout, puis il faut qu'on perde tout ce savoir-là pour avoir un enfant, puis plus rien savoir, plus rien connaître. Ce parent-là qui disait ça dans l'histoire, là, mais fait, fais donc de ton mieux, puis doute donc de ce que tu. Aide donc une ouverture pour les autres, aide donc une ouverture pour les opinions contraires, pour autre chose. Je pense que ça serait peut-être les deux choses. J'ai un ami récemment qui m'a dit, tu sais, sur la même planète, il y a des gens qui roulent à droite et il y a des gens qui roulent à gauche. Les autres vivent au même, on va dire, sur la même planète. Celui qui roule à gauche, celui qui roule à droite, c'est quand même complètement opposé. Ça veut dire que c'est ni l'un ni l'autre qui a quand même la vérité infuse, mais chacun a sa propre vérité, mais ça cohabite très bien. C'est intéressant, j'aime ça. C'est l'image la plus simple, c'est vrai, en plus, c'est quand tu y penses, puis tu vois, quand tu vas à Londres, tu conduis complètement l'opposé, bah, tu as un temps d'adaptation, puis une fois que tu es adapté, bah, tu comprends comment ils font, tu comprends comment ils circulent, puis tu rentres dans ça. Donc ça veut dire que tu peux aussi t'intégrer dans l'opposition complète de ce que toi, tu as l'habitude de faire. Oui, tout à fait. C'est ça qui est intéressant dans ça. Je veux dire, bah, je passe de droite à gauche, puis je roule, puis quand même, je survis. Donc, c'est quand même intéressant, quelque chose à approfondir. Ouais. Ma dernière question pour toi, Papa Maxime, je t'avais demandé de jeter un coup d'œil sur le site de conseil de Papa Ab. Puis, est-ce qu'il y a un conseil qui t'a touché, qui t'a parlé, qui t'a inspiré, que tu veux partager avec moi? Oui, assurément. Moi, le conseil qui m'a le plus parlé, puis c'est drôle, j'ai fait l'exercice 2 fois. Et une fois il y a quelques mois, puis une fois encore là, puis je me souvenais plus de celui que j'avais noté, mais c'est exactement le même que j'ai renoté. Là. C'est quand tu es submergé par les émotions, respire. Car quand tu te noies, c'est de l'air que tu as besoin en premier pour t'en sortir. Ça, pour moi, c'est vraiment un conseil. Je dirais même, tu m'as dit tantôt un conseil pour ceux qui vont être papas ou les nouveaux papas. Là. Je pense que ça, pour moi, ça devrait être un bien. Puis, comme nouveau papa, on en a plein des émotions, puis on en a des bouffées, puis des montées, puis comme papa plus grand, quand la petite fille fait ses premières sorties, où elle n'est pas de rentrer, puis elle n'est pas rentrée, ou tu sais, X, Y, Z, il y a plein de trucs, là. Quand tu es submergé par les émotions, respire, là. Quand tu te noies, là, c'est de l'air que tu as besoin en premier pour t'en sortir. Si tu respires pas, là, ça ira pas bien. Celui-là en particulier, je l'ai partagé récemment avec une personne aussi qui est sur LinkedIn qui partageait on va dire sa vie d'entrepreneur qui partait un peu dans tous les sens. Mais ce conseil-là en particulier est lié à un moment où ma fille aussi était pas bien. Elle était pas bien du tout, puis tout partait dans sa tête, à droite, à gauche, puis il y a ça, puis il y a ça, puis ça, puis elle est partie en pleurs. Mais ce moment-là, c'était la seule chose qui était la plus importante. Je dis: «Respire». Il faut juste que parce que là, elle suffoquait tellement de non, je Mhm. lui dis: «Respire, on va penser aux autres tout à l'heure». Parce que quand tu es sous l'eau, tu vas pas penser: «Ah tiens, bah, le bateau quand je vais remonter, je vais faire» non, non, bah, tu vas chercher de l'air en premier. Uh-huh. Parce que Ouais, si tu respires pas, il y aura pas de bateau, il y aura plus rien du tout, en fait. oui. Et donc il y a toute cette accumulation, de dire: «OK, là on coupe, c'est quoi l'essentiel?» L'essentiel, tu respires. L'essentiel, c'est toi. Puis après, on regardera, on prendra le temps pour le reste. Mais c'est pour ça que les conseils de papa, ils sont tous reliés à une histoire en particulier, du vécu que j'aime partager. C'est pas juste disant, tiens, souris à la vie te sourira, puis on applaudit tous. Puis c'est, je trouve que ça, c'est un point qui est important. Puis ça fait comme un lien sur de la vraie vie Mhm. qu'on vit chacun en tant que papa ou autre. Donc, papa Maxime, là, on a vu quand même, j'ai pas vu l'heure passer aussi vite, mais on a quand même passé un bon moment. Ouais.
J'espère que ça a été pour toi. Tu as démarré, tu m'as dit que tu étais un peu stressé. Bah là, je pense que c'était un peu plus détendu. Je voulais te remercier pour le partage que tu as fait avec moi. On a réussi enfin à enregistrer cet épisode ensemble. Oui, ouais, Avec c'était pas le abandonné, on travail. l'a eu, effectivement. Donc on a réussi. J'apprécie beaucoup les petites histoires, anecdotes qu'on a pu avoir. Je vais te laisser. Peut-être est-ce que tu vas aller cuisiner pour tes enfants? C'est tranquille pour ce soir. Le papa est là à la maison, on peut te préparer. Donc, je vais, euh, je vais te laisser partir tranquillement. Encore merci pour ce beau moment. Et j'espère qu'avec qui on va partager après, ils vont s'inspirer de tes conseils, de tes parties d'histoire, de Papa Maxime. Et c'est Ça a cette été, ça a été un plaisir pour moi. Merci de m'avoir donné cette chance-là. Bonne journée à toi aussi, papa.